Enchanté. FinTrends est une série de podcasts dédiés aux tendances et aux actualités du secteur de la finance. Lancée par SBS, cette série fait intervenir des experts pour parler des sujets brûlants du secteur. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Eshgozi, directeur de l'innovation chez SBS. Alexandre, bonjour. Bonjour Caroline. Alexandre, on va discuter ensemble d'un sujet brûlant. Les crypto-monnaies ont-elles un avenir ou est-ce une tendance à bout de souffle ? C'est un sujet qui interroge et malgré les interrogations, l'attrait pour les crypto-monnaies grandit et c'est d'ailleurs ce que rapporte notre rapport DBX puisqu'il mentionne qu'un quart des consommateurs ont déjà investi dans les crypto-monnaies. Je précise que cette étude se veut représentative des perceptions des consommateurs en général puisqu'elle a été réalisée sur un échantillon de 12 500 personnes dans 14 pays différents. Donc on va revenir sur cette interrogation. Est-ce que les crypto-monnaies ont un avenir ou est-ce que c'est une tendance qui s'essouffle ? Mais avant ça, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'origine des crypto-monnaies et expliquer un peu ce que c'est ? Ouais, alors avant de revenir sur l'origine des crypto-monnaies, ce que je te propose, c'est que je te parle un petit peu de mon parcours. Parce qu'en fait, il est extrêmement lié aussi à cet univers. J'ai découvert les crypto-monnaies en 2012, on va dire assez tôt au final dans la jeunesse, parce que les crypto-monnaies ont été créées en 2009 par Satoshi Nakamoto. Et je me suis tout de suite passionné parce que j'ai trouvé que c'était une technologie qui était vraiment révolutionnaire. Et en me passionnant pour ça, j'ai commencé à me documenter, j'ai passé des semaines à lire, à essayer de comprendre ce que c'était. Et j'ai eu la chance, en fait, par la suite, en 2015, en joignant Soprasteria, de faire ma carrière dans le département blockchain que j'ai créé chez Soprasteria. J'ai par la suite travaillé dans une start-up américaine dédiée aux crypto-monnaies, où j'ai passé un peu plus de 2 ans, qui s'appelle Chainalysis, qui est une très grosse boîte, avant de rejoindre SBS pour m'occuper de l'innovation, et notamment le sujet de la crypto et des CBDC. Donc en fait, ça fait quasiment maintenant 12 ans que j'évolue dans l'écosystème des crypto-monnaies. J'ai eu la chance de découvrir Bitcoin assez tôt, de pouvoir investir, d'en faire en fait une véritable passion aujourd'hui, et c'est ça ce que je vais essayer de te transmettre aujourd'hui, si j'y arrive. Et donc, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? Une crypto-monnaie, c'est un actif. Initialement, donc, c'était Bitcoin, qui a été créé sur Internet, pour Internet, et par des gens qui étaient plutôt contre le milieu bancaire et le milieu de la finance traditionnelle. Ça a donc été créé par Satoshi Nakamoto, et il a proposé et poussé en fait, cette innovation sur Internet, et libre aux gens en fait, d'y adhérer ou non. Il se trouve que petit à petit, l'idée a fait son chemin. Les crypto-monnaies, et notamment Bitcoin, se sont développées, ont commencé à prendre une part de plus en plus importante au final dans les échanges financiers. En 2015, il y a eu Ethereum qui a été créé, qui a introduit la notion de smart contract. Et en fait, ce qu'il faut véritablement comprendre, c'est que ce sont des actifs numériques, tels que je préfère les appeler plutôt que crypto-monnaies, parce qu'on pourrait revenir sur la définition de la monnaie, mais ce serait trop long aujourd'hui. Et donc, ces crypto-actifs sont émis par un protocole, ils sont générés petit à petit dans le temps, et ils vont être distribués en fait, aux utilisateurs ou à des acteurs qui contribuent à ce réseau. Ok. Et donc, à quoi ça sert exactement ? Mais en fait, aujourd'hui, ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir comme moyen de paiement, comme réserve de valeur. Beaucoup de gens comparent le Bitcoin à l'or. Si tu veux, Ethereum plus quelque chose qui aurait un usage un peu plus classique dans le monde de la finance. Mais en fait, il y a beaucoup de spéculation autour des crypto-monnaies. C'est quelque chose qui a été assez décrié au début, notamment. Le temps que les gens comprennent la manière dont Bitcoin fonctionnait, ce n'est pas l'objectif du jour, donc je ne vais pas revenir sur exactement comment Bitcoin fonctionne et pourquoi aujourd'hui un Bitcoin vaut 65 000 $, parce que ça, on peut forcément s'interroger sur cette question. Mais donc, ça peut servir comme moyen de paiement, ça peut servir pour gérer des actifs digitaux, mais cette fois-ci, on peut parler des NFT. Par exemple, les NFT, c'est un moyen de créer une œuvre numérique qui va être rare, qui ne va pas pouvoir être copiée digitalement et dont on va pouvoir bénéficier des royalties, qu'on va pouvoir échanger. Il y a différents avenirs, notamment dans la propriété, dans la tokenisation d'actifs réels. Dans tout ça, ça peut être utilisé, mais on a aussi la finance décentralisée qui a émergé dans l'univers des crypto-monnaies. Cette finance décentralisée, c'est une capacité à utiliser en fait, les cryptos pour financer des projets externes à l'univers de la crypto ou valoriser des patrimoines directement sur de la blockchain. Et donc, ça veut dire que tout un chacun peut utiliser les cryptos. Moi, par exemple, qui est-ce qui utilise les cryptos ?
En fait, c'est toute la beauté de la chose. C'est-à-dire qu'au début, c'était assez compliqué. C'était un univers naissant où il fallait vraiment s'intéresser au code, à la manière dont fonctionnait cette techno pour pouvoir s'en servir. Je ne te parle pas des premiers wallets qui te permettent de conserver tes cryptos parce que la sécurité, elle était quasiment inexistante et il y a eu de nombreux vols à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est un milieu qui est extrêmement professionnalisé. Tu vas retrouver notamment des pépites françaises comme Ledger qui ont conçu ce qu'on appelle des hardware wallets. Ce sont des petits portefeuilles qui permettent de... En fait, c'est une petite clé USB, si tu veux, extrêmement sécurisée, qui va te permettre de gérer tes cryptos toi-même. Mais pour toi, par exemple, qui n'a pas envie de t'embêter, tu peux aller sur des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes d'échange, en fait, qui vont te permettre de convertir des euros vers de la crypto-monnaie assez facilement. Et ce que nous espérons, ce sont... Il y a les premières banques qui ont commencé, on y reviendra par la suite, mais ce sont que les banques se lancent en fait dans cet écosystème, et on voit que c'est le cas aujourd'hui en Europe. Ok, et donc tu parlais des bitcoins, d'Ethereum, qui sont différents types de crypto. Il y en a d'autres comme Chainlink, Tether, je ne sais pas si je prononce bien. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y en a plusieurs et en fait, quelles sont les différences entre elles? Ouais. Donc la première, c'était Bitcoin. Voilà, on en a parlé. C'est vraiment, ça se voit comme un actif, une sorte de réserve de valeur dans cet écosystème. C'est la première crypto-monnaie par capitalisation, c'est la plus grosse, celle qui a le plus d'adoption. Mais en deuxième vient Ethereum qui propose une offre de valeur extrêmement différente. On n'est pas forcément sur une réserve de valeur, même si l'Ether se valorise dans le temps. On est plus sur un usage, en fait, on va dire un peu plus du monde réel. Ils ont introduit avec Ether ce qu'on appelle les smart contracts. Ce sont des sortes de contrats autorégulatoires où tu peux paramétrer et programmer ta blockchain pour des usages beaucoup plus complexes que du simple paiement ou de la simple réserve de valeur. Donc aujourd'hui, si tu veux, sur Ethereum, on a des usages et des environnements qui vont de débloquer ta porte d'entrée jusqu'à, en fait, si tu veux, des plateformes pour des véhicules autonomes. Il y a des usages qui sont extrêmement nombreux. Je ne te dis pas que tous ceux-là sont bons, parce qu'il y en a évidemment qui ne fonctionneront pas. Mais ça permet de rajouter du code, de rajouter des règles métiers sur ces technologies. On entend partout dire que la crypto-monnaie chute, que la crypto-monnaie est volatile, que ça n'a pas d'avenir. Et je me demandais à quoi c'était dû et surtout qu'est-ce que toi t'en penses, étant donné que tu as 12 ans d'expérience dans le secteur. Ouais. Alors, la crypto a toujours été volatile de par sa nature. C'est-à-dire que même quand le Bitcoin valait 1 euro ou valait 50 centimes, il y avait des éléments de volatilité extrêmement forts et encore plus parce qu'on était au début de cette technologie. La volatilité, de toute façon, elle vient sur les marchés qui sont naissants, croissants. Quand le marché arrive à maturité, en général, la volatilité, elle est plus faible. C'est ce qu'on voit sur les marchés financiers traditionnels où, en fait, tu as un tel pool de liquidité, tu as un tel nombre d'investisseurs que ça va varier, évidemment, à la hausse ou à la baisse selon la conjoncture ou selon les informations financières. Mais dans le cas de Bitcoin, on est sur un petit écosystème qui aujourd'hui pèse peut-être juste le Bitcoin 1000 milliards d'euros à peu près, ce qui peut sembler colossal, mais dans le monde de la finance traditionnelle, c'est vraiment une goutte d'eau. Donc, en fait, cette volatilité, avec le temps, elle va être amenée à disparaître. Il y a de plus en plus de produits structurés qui sont également créés autour des cryptos. On a les ETF, par exemple, donc c'est ce qu'on appelle les Exchange Traded Funds, qui sont des moyens d'investir via la bourse traditionnelle dans les crypto-monnaies. Donc c'est sorti en début d'année, et ça a déjà récupéré quasiment 20 milliards de dollars juste sur ces 6 premiers mois. Donc tous ces éléments-là qui vont se combiner petit à petit vont réduire la volatilité sur Bitcoin, parce qu'en fait, il y aura de plus en plus d'investisseurs institutionnels, ce sera plus uniquement des particuliers qui vont se mettre à investir. Donc il y a vraiment toute cette logique aussi d'adoption autour de ça, dont on va parler par la suite, parce que c'est vraiment un effet de réseau, un peu comme... Moi j'aime bien comparer ça en fait un peu aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que Bitcoin et les crypto-monnaies, ça ne fonctionnera et ça ne peut fonctionner que s'il y a une adoption, on va dire, massive en termes d'utilisateurs. Aujourd'hui, juste pour donner un chiffre sans spoiler le reste, il y a à peu près 500 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde. Donc à la fois c'est beaucoup, à la fois il reste énormément de marge du coup de manœuvre. Ok. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes d'enjeux, de régulation? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, bien sûr. Alors, pareil, ça c'était un cheval de bataille pendant des années de l'écosystème crypto qui veut se faire réguler. Beaucoup de gens pensent que les acteurs crypto, c'est un peu shady, ils restent dans leur coin, c'est pour des arnaques en ligne, ça peut être utilisé pour de la drogue, pour des armes, peu importe. Ça, il y a une part de vrai dans ça. Okay. Mon expérience et l'entreprise dans laquelle je travaillais précédemment, c'est une entreprise spécialisée dans ce domaine-là pour identifier les fonds illicites. Mais à côté de ça, 99,7% des transactions de ce qui a lieu sur la crypto, en fait, c'est totalement légal.
La régulation, elle est venue petit à petit à la demande des gouvernements, mais aussi de l'écosystème, qui voulait pouvoir justement se faire financer et se développer. Pour ça, il faut de la régulation. En Europe, on a ce qu'on appelle MiCA, Markets in Crypto Assets, qui est la nouvelle régulation européenne qui a déjà débuté en fait à fin juin 2024 et qui s'appliquera à partir de la fin d'année 2024, début 2025, qui encadre les activités dans ce secteur. Aujourd'hui, tu es une entreprise, tu veux proposer un service autour des crypto-monnaies, tu dois être régulé, jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelait le PSAN, prestataire de services d'actifs numériques, qui était en fait un enregistrement que tu faisais auprès de l'AMF et qui te permettait d'exercer ton activité en France et sur le marché européen. MiCA va vraiment harmoniser tout ça, va permettre d'avoir un cadre juridique dans toute l'Europe qui permettra à n'importe quelle entreprise, dès qu'elle sera enregistrée dans un pays, de desservir la totalité du marché européen. Et pour nous, en tant qu'utilisateurs, ça va amener beaucoup plus de sécurité dans les échanges et dans la manière dont les plateformes interagissent avec nous, qui sommes leurs clients et leurs utilisateurs. Ok, donc je comprends qu'il y a un certain avenir pour les cryptos, puisque tu dis que de nouvelles régulations sont mises en place et demandées par les gouvernements et que de plus en plus d'institutions se mettent à investir dans les crypto-monnaies. L'avenir aujourd'hui, c'est aussi l'impact énergétique qu'on a. Et il y a un véritable débat aujourd'hui sur l'impact environnemental des crypto-monnaies. Quelle est la réalité derrière ça ? Alors, les cryptos ont vraiment été critiqués pendant très longtemps pour l'impact énergétique qu'elles peuvent avoir, notamment sur Bitcoin. Bitcoin, vu que c'était la première crypto-monnaie qui a été créée, en fait, elle ne pouvait pas être distribuée à des millions de personnes d'un coup. Donc en fait, ils ont dû inventer un système qui permettrait d'assurer la sécurité d'un réseau qui émerge, et ce système s'appelle le Proof of Work. Pour ça, on a besoin de machines, que ces machines calculent via des algorithmes en fait, une réponse et un élément mathématique, et en faisant ça, ça génère énormément, au final ça va consommer énormément d'électricité, si tu veux, pour faire simple. Le sujet, donc, c'est que Bitcoin, en grossissant et en grandissant, consommait de plus en plus d'électricité parce qu'il fallait de plus en plus de mineurs pour être capable de sécuriser le réseau. On appelle ça comme ça. Le fait est qu'aujourd'hui, en 2024, la moitié de l'énergie consommée par le réseau Bitcoin est en fait issue d'énergie renouvelable. Ça a été prouvé par de nombreux papiers scientifiques. Ça veut dire quand même qu'il y a 50% dont on ne sait pas d'où l'énergie provient. Mais ça va en s'améliorant. On est passé de 0 à quasiment 50% en l'espace de 2 à 3 ans. Donc il y a une volonté des acteurs derrière le Bitcoin, derrière le minage, en fait, de proposer une alternative écologique à un système qui aujourd'hui est effectivement consommateur en termes de ressources. Mais ça permet aussi en fait, de financer d'un autre côté la transition écologique vers des énergies renouvelables parce que, en fait, comme tu le sais, dans un système électrique, il y a une consommation en journée qui est très forte, et puis la nuit, en fait, il y a une baisse de consommation. De ce fait, en fait, cette énergie qui est produite la nuit, elle est produite quoi qu'il arrive, et du coup, elle est gaspillée. Eh bien, dans le cas des crypto-monnaies, cette énergie qui est produite la nuit, elle peut être utilisée, elle peut être valorisée, et derrière, en fait, elle permet de générer des revenus sur une énergie qui serait sinon non consommée. Donc, ça rend les énergies renouvelables plus attractives, et ça permet de mieux les valoriser et de les développer. Les attentes des clients sont tournées vers la diversification de leur portefeuille et en ce sens, l'attrait pour les cryptos grandit. Et d'ailleurs, notre DBX, notre rapport Digital Banking Experience, explique qu'environ un tiers des personnes interrogées ont confiance en leur banque et aimeraient que leur banque leur donne davantage d'informations sur les crypto-monnaies et qu'elle joue un rôle d'intermédiaire pour investir dans les cryptos. Comment est-ce que les banques peuvent adresser ce sujet et l'intégrer à leur offre ? Donc aujourd'hui, les banques, si tu veux, elles ont tout intérêt à partir et à commencer à développer des offres autour de la crypto-monnaie parce que dans les banques de détail, elles évoluent sur un écosystème au final aujourd'hui qui est extrêmement saturé, dans lequel il y a des banques en ligne type Revolut, N26 et autres qui prennent des parts de marché et elles ont besoin de fidéliser au final les jeunes. Ces éléments-là, ils sont aujourd'hui plutôt prouvés. On va dire que la majorité des banques, elles ont une attrition au niveau des jeunes qui partent chez Revolut. Elles ont des difficultés à acquérir de nouveaux clients. Et donc, elles doivent se différencier. Il y a les premières banques au niveau européen qui ont commencé à proposer des offres crypto-monnaies. Revolut est un excellent exemple. Ils ont eu une croissance énorme grâce notamment aux crypto-monnaies. Mais les banques traditionnelles, elles sont un petit peu plus à la traîne. Alors la réglementation va les aider à évoluer. Le fait qu'il y ait
en France, à peu près 7 millions de Français qui détiennent de la crypto. Je pense que ça va aussi les faire changer d'avis, d'autant que ce sont souvent des publics qui ont entre 18 et 40 ans, qui sont plutôt jeunes, plutôt dynamiques, qui ont envie d'investir. Et en fait, aujourd'hui, cet argent, de toute façon, il quitte les banques pour arriver sur des plateformes américaines ou situées dans d'autres pays ou dans certains paradis fiscaux. Donc elles ont tout intérêt à essayer de conserver cet argent, ce qu'il soit investi chez elles et qu'elles touchent des commissions, au final, sur les transactions qui sont effectuées chez elles. Ce marché des commissions sur la crypto, on l'a étudié aujourd'hui. Nous avons vu que dans 4 pays, que ce soit la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ces montants et ces frais de transaction représentent un peu plus de 3 milliards de dollars aujourd'hui en 2024. Ça va grossir jusqu'à à peu près 5 milliards dans les quelques prochaines années. Mais ça montre en fait qu'il y a un marché et les banques, ce sont les acteurs clés pour aller taper directement dans ce marché et récupérer ces frais de transaction. Aujourd'hui, je pense que les banques de détail, elles ont ce vrai besoin au final de renouer avec la rentabilité. Et pour ça, une diversification, en fait, c'est extrêmement important. D'autant plus que quand on, justement, est du fait de cette étude, on voit bien que presque 30% au final des personnes interrogées, elles sont prêtes à passer par leur banque pour acheter de la crypto. Elles ont ce besoin. On peut aussi parler de la sécurité, pour aller sur un autre pan. Il y a eu de nombreuses crises dans l'écosystème crypto parce que des acteurs ont fait faillite. Le cas le plus connu, c'est FTX. En tout cas, le cas récent le plus connu, c'est FTX, où c'est une plateforme qui a totalement disparu quasiment avec la caisse. Bon. Ça, dans un milieu régulé tel que ce sera en Europe avec MiCA, et dans un environnement bancaire extrêmement régulé, en fait, ça ne peut pas arriver. Donc, les banques, en fait, elles rassurent sur la capacité à gérer les fonds de leurs clients, à ne pas les perdre. Du coup, je pense que beaucoup de gens ouvriront des comptes bancaires dans la première banque française qui proposera une offre crypto, tout simplement parce que pour eux, ce sera une facilité d'utilisation. Et cette banque-là connaîtra du coup une croissance en nombre d'utilisateurs forte. Et on le voit aujourd'hui, sur le marché français, c'est encore petit parce que ce sont c'est 10 à 11% des personnes qui détiennent de la crypto. Sur le marché américain, c'est plus de 20%. Et à partir de là, ça devient même une force électorale. On a Trump qui soutient la crypto, Biden qui a dû rétro-pédaler et dire qu'il n'était pas contre la crypto. Donc, au final, ça devient aussi des enjeux qui sont à la fois politiques, à la fois financiers, et c'est assez intéressant à suivre. Et alors, qu'est-ce que fait SBS en ce sens pour aider les banques ? Nous sommes éditeurs de core banking, nous sommes éditeurs de solutions pour ces acteurs. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de créer donc une offre que l'on appelle crypto banking. Nous nous sommes rendus compte, de par les études, de par les lancements récents dans cet univers, où il y a des premières banques qui ont commencé à proposer des offres dédiées au retail, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un manque de connaissances et aussi une difficulté à se lancer. Aujourd'hui, se lancer dans un programme pour proposer de la crypto aux particuliers, il faut 2 à 3 ans entre convaincre le management, développer le projet et en fait réunir tous les assets techniques autour de la table. Voilà, c'est un processus qui est extrêmement long. Notre objectif, c'est de faciliter ça. C'est de permettre aux banques, en 6 mois, d'être capables de déployer une offre crypto-banking à destination de leurs clients particuliers. Donc pour ça, nous avons choisi les meilleurs partenaires possibles. Nous les orchestrons ensemble et nous créons toute la logique métier qui va permettre, en fait, comme pour de la tenue de compte classique, de faire de la tenue de compte crypto, d'être capable d'acheter, de vendre de la crypto, mais également de respecter la réglementation qui est en place. Et pour ça, on a toute une partie compliance qui vient également se greffer dedans. Donc en fait, c'est vraiment une plateforme de bout en bout qui permet à n'importe quelle banque de proposer une offre crypto à destination de ses clients. Ok. Et toi, ton rôle exactement là-dedans, qu'est-ce que c'est ? Et je pilote du coup ce projet aujourd'hui. Et en parallèle, on sait que la Banque centrale européenne a lancé son Digital Euro. Comment est-ce que les crypto-monnaies vont survivre à l'arrivée de cette monnaie digitale européenne qui est vouée en fait à remplacer tous les moyens de paiement ? Alors, l'euro digital, si tu veux, donc, ou le digital euro, c'est une innovation qui est en marche. La BCE, ça fait de nombreuses années qu'elle travaille dessus, qu'elle vise à créer donc un véritable euro numérique qui puisse remplacer en fait le cash. Parce que c'est ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le cash, on voit qu'il y a une adoption de plus en plus faible, mais c'est de la monnaie banque centrale. Ce que tu as sur ton compte bancaire, c'est de la monnaie banque commerciale. Il n'y a que le cash aujourd'hui qui est garanti par la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne veut proposer du coup un nouveau moyen de paiement qui soit garanti par elle, et que ce moyen de paiement soit utilisable dans toute l'Europe gratuitement, qu'il puisse
en fait être utilisé à la fois en ligne et offline. Donc que tu puisses payer même si tu n'as pas de réseau, comme faire tes achats sur Internet en utilisant cet euro digital. Donc ça vient, on va dire, un petit peu concurrencer la crypto sur certains aspects, parce que là on est sur une devise qui a un cours légal, sera obligatoirement acceptée dans toute l'Europe par l'intégralité des marchands, et qui, derrière, aura une très faible volatilité, parce que cette volatilité, ce sera comme l'euro que tu as si tu es dans ta poche. C'est-à-dire que ta baguette de pain, elle augmentera avec l'inflation, mais ça conserve quand même une certaine valeur, et c'est vraiment la force de l'euro. Crypto-monnaie, à l'inverse, aujourd'hui, c'est plus un investissement. Moi, je vois plus comme un investissement que comme une vraie monnaie qui va servir à acheter une baguette de pain ou un café. C'est pas fait pour ça. En tout cas, les plus grosses aujourd'hui ne sont pas faites pour ça. Donc je pense que ça ne va pas forcément en fait se challenger. Je pense que ces deux écosystèmes vont vivre l'un et l'autre. Peut-être que ça va favoriser plus de conversion vers de la crypto, au contraire, parce que cette fois-ci, on aura un euro digital que l'on pourra manipuler comme on le souhaite, parce que ce sera comme du cash. Et en face, il y aura l'écosystème des cryptos qui a une vocation d'investissement. Donc je pense que, encore une fois, ces deux écosystèmes cohabiteront. L'euro digital, c'est une excellente initiative du coup de la BCE, moi, que je soutiens à 100%, même si certaines banques sont encore un petit peu frileuses, ont encore un petit peu peur. Je pense que c'est une très belle innovation. Très bien. Merci Alexandre. Pour conclure ce podcast, une dernière question. Quelle source fiable est-ce que je peux consulter pour suivre l'évolution des cryptos ? Alors, il y a de nombreuses sources fiables. Il y a des sources fiables françaises, il y a des sources fiables un petit peu plus internationales. Moi, j'aurais tendance à te conseiller un site internet qui est celui que j'utilise en référence. Ça s'appelle CoinDesk. C'est du coup le plus gros journal dans l'écosystème de la crypto. Mais il faut savoir qu'il y en a plein aujourd'hui, même en France. Mais ça, on va dire que c'est un de ceux qui a une des équipes les plus sérieuses, publie des bons articles. Et c'est celui que je recommande. Merci beaucoup pour ton temps et d'avoir été avec nous. Merci à toi.